En 1994, Disney sort son 32e long métrage d'animation, Le Roi Lion. Un film qui, sur le papier, n'intéressait presque personne. Un film dont la production débute dans la douleur. Et qui deviendra finalement le plus gros succès des studios à l'époque. Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour reprendre ensemble notre découverte des histoires les plus inspirantes des studios Disney. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses d'un projet né dans le doute, secoué par des tremblements de terre, jalonné de défis techniques et qui a marqué toute une génération, mais aussi celles qui suivront. Êtes-vous prêts pour un voyage dans les savanes luxuriantes d'Afrique ? C'est parti! Les origines du projet ne sont pas très claires, mais un scénario ressort le plus souvent et semble plus réaliste. L'histoire commence lors d'un vol vers l'Europe pour la promo d'Oliver et compagnie. Jeffrey Katzenberg, Roy Disney et Peter Schneider discutent. Et si on faisait un film avec des lions en Afrique ? Katzenberg adore l'idée et voit dans ce projet une opportunité de parler de thèmes universels, le passage à l'âge adulte ou encore la mort. Il va même s'inspirer de sa propre vie en intégrant des embûches rencontrées de sa carrière politique personnelle. Au départ, les titres envisagés sont Le Roi de la Jungle ou Le Roi des Bêtes. Mais bon, petite incohérence, pas de jungle dans le film. Ça deviendra donc Le Roi Lion. Ah, et si vous vous demandez, histoire originale ou pas ? Oui et non. Vous allez voir, c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est le premier long métrage des studios à raconter une histoire originale, pas adaptée d'un conte ou d'une œuvre de littérature jeunesse. Mais les créateurs reconnaissent s'être inspirés de la Bible avec les histoires de Joseph et Moïse et surtout de Hamlet de Shakespeare. En quelques mots, Hamlet, c'est l'histoire d'un jeune dont le père, roi du Danemark et récemment décédé, lui apparaît un soir pour lui révéler qu'il a été assassiné par l'oncle d'Hamlet, Claudius, fraîchement remarié à la veuve du roi, et lui demander de venger sa mort. Une storyline qui doit vous rappeler des histoires de lionceaux, non ? À la fin des années 80, début 90, Disney vit son second âge d'or, avec des succès comme La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou encore Aladdin. Face à ces monuments, le Roi Lion paraît bien terne. Dans les couloirs, il se murmure des choses comme « l'histoire n'est pas terrible » ou encore « qui voudrait voir un film avec que des animaux ?» Résultat, les animateurs préfèrent bosser sur l'autre film également développé pendant ce temps-là par les studios, Pocahontas, une légende indienne, car jugé plus noble et artistique. Le Roi Lion, c'est presque vu comme un projet annexe. Oui, l'histoire de Simba, un des noms Disney les plus connus, un projet secondaire. Comme quoi, rien n'est jamais écrit à l'avance. En 1991, Disney confie le projet à Roger Allers, arrivé au studio en 1985, et qui avait travaillé sur Tron. C'est sa première véritable réalisation au sein du studio. Il est rejoint par Rob Minkoff, lui aussi arrivé en 1985, qui avait participé à Qui veut la peau de Roger Rabbit. Film que j'apprécie particulièrement. Dites-moi si ça vous intéresserait qu'on en parle dans une prochaine vidéo. La première version du script était très différente. Une guerre entre lions et babouins avec Scar à la tête des sages. Simba ne quittait jamais la terre des lions et finissait roi paresseux et manipulé par son oncle. À l'origine, George Scribner, qui venait de réaliser le film Oliver et compagnie, voulait un film plus documentaire sur la vie sauvage. Quand Allers propose une comédie musicale, il quitte le navire pour différences créatives. Heureusement, Don Hahn rentre dans l'histoire, prend le projet en main et recentre tout. Il apporte les thèmes de l'exil, de la responsabilité et crée les personnages de Timon et Pumba qui deviennent vite incontournables et qui ajoutent un axe humoristique de qualité au film. Pour que le film sonne vrai, les équipes partent en voyage en Tanzanie et au Kenya. Ils observent lions, gazelles, antilopes et s'imprègnent des paysages. Les membres du groupe sont impressionnés par les paysages majestueux et rapportent dans leurs valises des clichés saisissants des lieux qui vont inspirer plusieurs scènes et situations du film. Pride Rock, visible dans la scène d'introduction et où le combat final entre Mufasa et Scar aura lieu, s'inspire largement des granits copieuses du Serengeti.
la terre des lions du Masai Mara. Les paysages spectaculaires du Hell's Gate National Park influencent également l'ambiance du long métrage et les forêts luxuriantes du mont Kenya seront retranscrites à l'écran par les dessinateurs. Dans les studios, ils vont encore plus loin. Afin d'aller encore plus loin dans le réalisme, Jim Fowler, expert animalier, vient régulièrement avec des lions vivants et d'autres animaux de la savane pour que les dessinateurs puissent étudier leurs mouvements et discuter avec lui de leur comportement. Imaginez un peu la pause café de 10 heures à côté d'un gros lion. Ça devait quand même être super sympa. Tout le monde s'entendra à dire que le film est une prouesse technique, mais également un mélange savoureux d'expérimentation. C'est le premier Disney depuis Robin des Bois en 1973 à ne mettre en scène que des animaux sans qu'il n'y ait jamais l'ombre d'un seul humain qui plane sur l'histoire. C'est aussi le premier à montrer un personnage mort à l'écran, et pas n'importe lequel. Une scène qui traumatisera et marquera des millions de spectateurs. Les animateurs ont dû inventer de nouvelles techniques pour donner des expressions faciales crédibles à des animaux réalistes, car c'était certainement ça, l'un des plus grands défis du film. La fourrure, les jeux de lumière, la colorimétrie, tout est soigné. L'informatique entre également en force dans la réalisation. Plusieurs animaux sont modélisés en 3D, clonés par centaines et animés aléatoirement. Résultat, une scène de quelques minutes qui a demandé plus de 2 ans de travail, mais qui perpétue également le souvenir et l'héritage de Walt Disney, toujours en recherche de nouvelles technologies. Vous vous souvenez de la caméra multiplane? On en a parlé dans la dernière vidéo. Les ordinateurs servent aussi pour les mouvements de caméra et certains effets de texture. Bref, son utilisation jusqu'ici anecdotique est maintenant notable. Au-delà d'une réalisation technique difficile et longue, le film regroupera pas moins de 600 artistes, animateurs et techniciens pour travailler sur sa production. Le sort va d'ailleurs s'abattre sur le film et ses équipes en janvier 1994, à peine quelques semaines avant la sortie en salle. Un tremblement de terre à Los Angeles coupe l'électricité des studios. Résultat, les animateurs terminent une partie du travail chez eux, avec les moyens du bord. La production ayant déjà été repoussée une fois en 1993, il était hors de question de manquer les délais. La bande-son du film est également préparée aux petits oignons par les équipes du film. Disney choisit ses comédiens pour qu'ils apportent une touche personnelle aux personnages afin de les rendre encore plus uniques. James Earl Jones est d'abord choisi pour interpréter Mufasa. Sa voix profonde et puissante évoque un vrai rugissement de lion selon les réalisateurs. Jeremy Irons est ensuite choisi pour Scar. Il hésite d'abord, craignant perdre en crédibilité en interprétant un personnage comique. Finalement, il accepte et ses mimiques inspirent directement les animateurs. Scar devient l'un des méchants Disney les plus charismatiques et les plus appréciés dans les communautés de fans. En parlant du méchant du film, petite anecdote. La chanson Soyez prête met carrément en scène une parodie du régime nazi. Scar, trônant en dictateur, les hyènes marchant comme des SS. Subtil? Non. Mémorable? Oui. Fun fact, Nathan Lane et Ernie Sabella auditionnent respectivement pour Zazu et une hyène. Leur duo comique fait tellement rire les équipes qu'on les recase en Timon et Pumba. Meilleur accident de casting de l'histoire. Enfin, Whoopi Goldberg, qui assistait pour faire partie du film, prête sa voix à Shenzi, une des 3 hyènes, marquant une nouvelle tendance chez Disney, recruter des stars du cinéma pour le doublage. Côté musique, Disney sort l'artillerie lourde. Tim Rice écrit les paroles. Il voyage tous les mois en Californie pour travailler en étroite collaboration avec les équipes en charge de l'écriture de l'histoire et ajuster les chansons de celle-ci. Elton John compose plusieurs chansons et interprète notamment Can You Feel the Love Tonight, chanson multi-récompensée pour le générique de fin du film. Et comment ne pas citer Hans Zimmer, célèbre compositeur allemand, mondialement connu plus tard pour ses œuvres musicales sur Pirates des Caraïbes ou encore Interstellar, qui à l'époque
est nommé pour composer l'habillage instrumental du film auquel il ajoutera des sonorités empruntées aux musiques traditionnelles africaines. Résultat, 5 chansons originales devenues cultes. Hakuna Matata, titre utilisé comme mantra pour Timon et Pumba, mérite d'ailleurs une mention. En swahili, le sens de la phrase est grammaticalement faux. Ça veut dire littéralement « des ennuis, n'ai-je pas ». Mais bon, les équipes ont décidé de l'utiliser malgré tout, car étant plus percutante et facile à intégrer à une chanson. Et pour le coup, je pense qu'ils avaient raison. La BO sort en 1994 et devient le 4e album le plus vendu de l'année aux États-Unis. En 1995, Disney sort même Rhythm of the Pride Land, un album inspiré de la BO, avec des chants en langue africaine. Certaines chansons comme He Lives in You réapparaîtront plus tard dans les suites ou encore la comédie musicale. Et côté récompense, 2 Oscars, meilleure musique, meilleure chanson ou encore 3 Golden Globes. And the Oscar goes to Hans Zimmer for The Lion King. Les studios organisent plusieurs projections durant la production pour tenter de se rassurer sur l'avenir du projet. Mais ils seront rapidement rassurés, croyez-moi. Dès le trailer, avec seulement Circle of Life, le public est en transe. À sa sortie, c'est un triomphe. 763 millions de dollars au box-office mondial. À l'époque, c'est le Disney le plus rentable jamais produit. Le public, les médias et les critiques sont unanimes. Ils sont face à un chef-d'œuvre. Les résultats inespérés du film ouvriront une campagne marketing de grande envergure et des projets inspirés du long-métrage verront le jour. 2 suites en direct vidéo, une série spin-off, une comédie musicale à Broadway, des jeux vidéo et des tonnes de produits dérivés. En 2016, le Roi Lion entre au National Film Registry America qui conserve les œuvres culturellement, historiquement ou esthétiquement significatives, aux côtés notamment de Blanche-Neige, Fantasia ou encore Pinocchio. Rien que ça. Mais tout n'est pas rose. Très vite, des critiques accusent Disney d'avoir plagié le manga japonais Le Roi Lion, Kimba the White Lion, en 1965. Les similitudes sont troublantes, visuels des personnages, certaines scènes quasi identiques. En 2007, le Los Angeles Times publie un article détaillant les ressemblances. En 2015, l'animateur Tom Sito avoue qu'un jour, un collègue avait apporté un exemplaire du manga au studio pendant la production. Tout le monde l'avait feuilleté et bah oui, il y avait des ressemblances. Mais tout ça n'était que le fruit de coïncidences d'après lui. Plagiat ou pas, le débat continue encore aujourd'hui. Et je vous laisse vous faire votre propre opinion du sujet. En résumé, Le Roi Lion, c'est quoi? C'est très simple. C'est l'histoire d'un projet secondaire auquel personne ne croyait et qui va finalement révolutionner le monde de l'animation et l'histoire du studio. C'est l'histoire d'un petit projet devenu légende. Que l'on puisse aimer le film ou pas, son impact culturel est malgré tout indéniable. Et en parlant de projet fou, ça me rappelle l'histoire d'une princesse tout aussi incroyable, à laquelle personne ne croyait, sauf Walt Disney. On en parle dans ma dernière vidéo et si vous aimez les anecdotes folles, n'attendez plus pour aller la voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir voyagé avec moi à travers les magnifiques savanes d'Afrique. Dites-moi votre avis sur Le Roi Lion. Le film est-il votre petite Madeleine de Proust ou justement vous ne l'aimez pas du tout? Dites-moi aussi vers quel autre film vous voudriez que l'on parte en expédition la prochaine fois. J'adorerais avoir votre avis en commentaire. À bientôt les amis et n'oubliez jamais que derrière chaque succès se trouvent des personnes qui n'ont jamais cessé de croire en leurs rêves. Bye!